Salut, je suis César et vous êtes sur Inédit Média. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Giorgetti, le fondateur de la marque Bleu de Paname. Il a eu la gentillesse et la bienveillance de nous accueillir dans sa boutique et a bien voulu répondre à nos questions. Je vous laisse regarder la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. Peace. Bonjour, Thomas Giorgetti, cofondateur de la marque Bleu de Paname. En gros, on traverse une première crise économique, qui est la crise Lehman Brothers. Je vais un petit peu loin, mais on commence déjà à prendre conscience qu'on est déjà dans de la surconsommation. C'est triste à dire, mais 2008-2009, on avait déjà ce syndrome de se dire on est en train de consommer, on est en train de brûler la planète pour pas grand-chose, on surconsomme du vêtement qui est pas forcément de bonne qualité, je pense déjà au fast retailing, et à l'époque, il y avait les icônes de mode qui représentaient vraiment l'esthétique mode, on était plus sur Paris Hilton que sur d'autres personnes dans l'industrie, peut-être même comme Karl Lagerfeld ou même un Virgil Abloh. On était peut-être un petit peu à côté et on était plus sur l'ostentatoire et le strass et paillettes plutôt que vraiment le volume, les rapports de coupe et la matière. Et ce que j'avais du mal à l'époque, c'était d'acheter un produit cher qui a une matière éclatée au sol. Donc la fondation première, c'était de repartir sur des bons fondamentaux. Venant du street, j'avais un gros amour par rapport au tissu un peu lourd et un peu épais. Et toujours étant dans une école très street et de détournement, le vêtement de travail a toujours été quelque chose très présent dans le milieu hip-hop, dans le skate, ou même dans d'autres milieux comme le punk ou les modes, des choses comme ça. C'est toujours quelque chose qui a été présent. Et le point commun, c'est que souvent, c'est des tissus lourds. Ça va être le jean, ça va être des canvas, ça va être des matières qui sont assez nobles, mais avec un bon rapport qualité-prix. Et en France, il y avait une matière qui s'appelle la Moleskine et qui, pour moi, semblait intéressante à remettre sur le piédestal et à remettre sur le devant de la scène. Et on l'a amené comme un uniforme. Donc, du coup, on a refait sortir la veste de prolo qui est la veste de travail, qu'on a pu adapter à quelque chose de plus civil. Et du coup, on l'a fait renaître dans sa matière originale que nous, on adore, qui est la Moleskine, qui est ce tissu très, très épais avec une contexture très, très lourde, 400 grammes au mètre carré. Donc, on est vraiment sur une petite armure. Mais une armure qui se bonifie avec le temps comme un bon jean, qui au début va être un peu retors au premier porté, mais qui au bout d'un moment devient comme un jogging, et souvent on a du mal à lâcher son jean. Une fois qu'on l'a fait, la Moleskine elle a un peu ses propriétés aussi, et c'est ce qui m'intéressait. Et on voulait effectivement à ce moment-là apporter un uniforme qui soit pas trop académique, parce que pas vouloir se travestir et pas me mettre avec un costume 3 pièces et une cravate, ça ne me correspondait pas. Donc ce que je voulais, c'était continuer mon style, vieillir de manière intelligemment avec le vêtement, être street mais en même temps mature, et c'était une bonne occasion à ce moment-là de retravailler les vêtements de travail, les vêtements militaires pour arriver avec du style tout en étant cool. Si on prend le hors Covid, parce que le Covid malheureusement par rapport à toutes ces marques, même s'il y a beaucoup de marques de streetwear qui naissent et qui disparaissent, déjà il faut exister. Donc déjà respect à tous les gars ou toutes les personnes qui un jour se sont levés en disant aujourd'hui je lance une marque de vêtements ou je lance un projet, peu importe si c'est une marque de vêtements ou autre chose ou un média, mais déjà de se risquer, de se lancer, c'est déjà la meilleure des choses. Après, se foirer, ça arrive à tout le monde. Se relever, c'est la meilleure des choses à faire une fois qu'on est tombé, et le temps donne raison. Et la force de Bleu de Paname, je pense, c'est aussi de la détermination. Maintenant, on est vraiment on est déterminé comme jamais, on s'est mis à feu doux, et le but, c'est de laisser passer les crises, notamment comme le Covid, pour pouvoir mieux rebondir au moment où le marché pourra se le permettre. Donc c'est pas facile, parce que des marques indépendantes comme la nôtre, ça veut dire que la trésorerie, elle est souvent tiraillée, donc là c'est un peu technique, mais globalement, vouloir créer, ça veut dire dépenser des sous, c'est-à-dire de la recherche et du développement. Donc c'est là où des fois c'est un peu compliqué de sortir d'un cycle pour accéder à un autre cycle, pour se régénérer. C'est souvent là où en fait les marques vont rupter, parce qu'il faut passer des paliers, et ces paliers ils sont difficiles à atteindre. Les premiers paliers en général ils sont assez faciles à atteindre, qui peut être la renommée, des premiers phénomènes de sold out sur du monoproduit, des choses comme ça. Je vais pas dire qu'avec la technologie actuelle des réseaux sociaux et des moyens de commercialisation via des drops ou via des réseaux sociaux, on peut arriver à un résultat quasi immédiat qui va donner de l'espoir et qui va être encourageant. Après, il faut le maintenir, et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut après avoir un petit sens d'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui va faire la différence et qui va pérenniser ta marque, ou notre marque par exemple. On est en distribution directe depuis le Covid,
on a été contraints et forcés d'arrêter nos productions pour éviter d'avoir un engagement financier qui soit trop important et qu'on n'ait pas de retour sur investissement avec cet investissement au moment du Covid. On est en train de changer à nouveau de stratégie. On va repartir sur une distribution à l'international à partir de janvier 2023. Pour l'instant, on est sur du national, de l'européen et beaucoup de B2B. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des organismes type hôtel, restauration. On est des vêtements de travail. Donc du coup, en attendant, on a consolidé l'ADN de la marque. C'est-à-dire qu'on s'est consacré essentiellement sur des vêtements de travail dédiés aux gens qui bossent. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'il faut bosser pour survivre. Donc du coup, pour gagner sa croûte. Donc on a repris les fondamentaux pour rebondir à nouveau en 2023 avec la Moleskine comme étant un faire-valoir de la marque, avec toute une nouvelle identité derrière et surtout des collaborations. Quelqu'un de stylé, pour moi, c'est quelqu'un qui va privilégier le style plutôt que la marque et qui du coup va cultiver un style, même s'il s'agit de vêtements neufs ou anciens, mais qui va réussir à dégager quelque chose, soit par le biais du détournement, donc ce qui est vraiment propre à la culture du streetwear, donc ma culture, c'est-à-dire d'aller chercher des marques différentes ou des produits qui ont des utilités complètement différentes, à savoir le vêtement de travail ou le vêtement militaire, et ensuite se les approprier, les mettre dans un petit checker personnel et arriver à en traduire un style qui va permettre d'être identifiable ou d'être identifié avec un courant musical ou un courant stylistique ou un courant de contre-culture, ce qui peut être très bien le skate par exemple, le graffiti ou même des sports extrêmes ou plein d'autres choses. Chaque milieu a des fois son style et ce style il est souvent issu d'un mix de différentes petites choses qui en fait permettent d'avoir le flow, quoi. Alors c'était pour moi, avec le recul maintenant, c'est pas tant le vêtement, parce que j'avoue que j'ai réussi un peu à être plutôt fin même à l'adolescence. Je dis pas que j'ai été le meilleur, mais globalement, je suis pas tombé dans beaucoup de pièges de mauvais style. Par contre, j'avais un book et pas forcément des mieux taillés, vraiment le book de la fin des années 90, donc vraiment le book ambiance 98, Coupe du Monde. Point que j'ai laissé que là ou ici, ça j'avoue que c'était pas ouf en termes de style quand je revois les taufs. Déjà je lui expliquerai les volumes, c'est-à-dire que je lui ferai comprendre qu'il y a une morphologie, un physique, et si on n'est pas apte à aller se risquer ou de prendre des risques d'un point de vue vestimentaire, déjà j'essaierai de lui faire comprendre que peut-être une association de matière ou une association de forme et de design peuvent aboutir à un style personnel, et une fois que ça c'est acquis comme des fondations, après on travaille un peu plus en profondeur et on va aller vers des choses plus techniques avec peut-être des surpiqûres apparentes, des matières qui vont être peut-être plus extravagantes entre guillemets, peut-être des prints ou des all-over prints, mais déjà dans un premier temps, comme une toile, comme une base blanche, comme un artiste, on part sur une toile vierge, au bon format, avec les bons médiums, et après on travaille le style. C'est le style qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait le style. Parce que avoir de l'argent et aller dépenser des choses qui sont onéreuses, tout le monde peut le faire à la limite. Et s'approprier un logo pour dire qu'on est stylé, je suis pas sûr que ça soit forcément une force. Par contre, avoir un style bien pointu, ça génère de l'argent. Parce que du coup, ça influence. Et c'est pas forcément par des marques ou par des logos, c'est par l'émotion que tu vas traduire ton look ou traduire ta personnalité à travers le vêtement qui va en faire une force. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des icônes de mode. Tu prends Kurt Cobain, il mettait des t-shirts qui étaient un peu éclatés au sol avec des cardigans en mohair. Et au final, maintenant, c'est devenu un style hors norme et qui, au final, est une vraie référence. Et je pense pas qu'à l'époque, il ait mis beaucoup d'argent dans ses achats. Et mine de rien, le temps a donné raison, comme un bon vin, ça s'est bonifié. Et maintenant, ce style-là vaut de l'argent. Virgil a amené quelque chose d'inédit dans la mode, au sens large. Il a ouvert des portes et je pense qu'il a amené beaucoup d'inédit à des endroits où les gens étaient très très fermés dans le rapport humain, dans le rapport social, au-delà même du vêtement. C'est là où il y a une grande force. On respecte ou pas son travail, mais globalement, il a enfoncé des portes et je pense que ça, c'est inédit.
bah persévérez, lancez-vous les gars ou les filles, on y va quoi. On n'a qu'une vie. Vous avez un projet en tête, bah faites-le. Et puis bah vous risquez que l'échec. Et à la limite c'est pas très grave. Au moins vous aurez tenté l'aventure et vous pourrez en parler. Et vous pourrez vous revendiquer d'avoir fait quelque chose que les autres peut-être vont juger ou critiquer, mais qui n'auront strictement rien fait. Donc allez-y quoi, lâchez-vous.